Après 2 semaines de suspension, reprise du procès Thomas Sankara, la journée d'hier a été consacrée aux questions de procédure, notamment l'établissement de la liste de la 60aine de témoins à l'étranger qui sera auditionnée. Le parquet a opté de les auditionner par visioconférence. Semaine nationale de la citoyenneté CENAC 2021, rendez-vous est pris du 2 au 5 novembre prochain pour la 18e édition. Objectif cette année, magnifier les valeurs de citoyenneté burkinabé. Plusieurs activités dont des caravanes, des colloques et des rencontres de sensibilisation sont au programme. Bonjour, bienvenue à ce 13h sur Truth TV. Le procès assassinat de Thomas Sankara et ses 12 compagnons a repris hier 25 octobre. Cette première journée de reprise du procès a été consacrée au mécanisme d'audition des témoins à l'étranger. Le tribunal a décidé d'entendre ces derniers par visioconférence. Aussi, la question de la libération provisoire de prévenus, qui est une requête des avocats de la défense, a fait l'objet des discussions entre les différentes parties. Précision avec Michael Toukré. Le débat sur la question de l'audition des témoins hors du Burkina Faso a fait l'objet de discussions à la reprise du procès assassinat de Thomas Sankara si le parquet et la partie civile sont favorables pour une audition des témoins par visioconférence. La défense, quant à elle, émet par contre des réserves. Le président du tribunal a fini par trancher le débat en autorisant l'audition des témoins hors du Burkina Faso par visioconférence. Ils peuvent témoigner par visio, et puis il y a des témoins français qui sont malades et il y en a qui sont indisponibles, qui sont âgés également. Il y a d'autres aux États-Unis. Il y a d'autres aux États-Unis, il y a un autre au Canada, donc je pense que la visio était la chose la plus appropriée. Ça devait plutôt venir des organisateurs de ce procès-là, parce que c'est des domaines de souveraineté nationale. On ne peut pas laisser à des victimes de chercher eux-mêmes des dispositifs pour venir mettre en place une vidéoconférence. Non, c'est le domaine de souveraineté nationale. L'État devait pouvoir le faire. Passé cette étape, le tribunal a procédé pendant plusieurs heures à la lecture de l'arrêt de renvoi. Il retrace les différentes étapes de l'instruction du dossier Thomas Sankara. Au début de l'instruction, 25 personnes étaient poursuivies. Finalement, dans le box, 14 personnes vont être jugées, dont 2 absents, l'ancien président Blaise Compaoré et Yacine Kafando. Sinon, au départ, ils étaient 25. C'est l'arrêt de renvoi qui a estimé que non, sur les 25 là, un tel, non, il n'y a pas assez de charges suffisantes contre eux. On a barré leur nom. Voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec 14. Sinon c'était 25. L'arrêt de renvoi c'est ça. On vous met en accusation et on vous dit, venez, on va vous juger. C'est ça l'arrêt de renvoi. C'est ça qui permet de vous juger. Autre fait à noter à ce procès, excepté l'avocat du général Gilbert Diendéré, puisque déjà condamné dans le procès du putsch manqué, les avocats des accusés ont demandé une liberté provisoire pour les clients, pour la plupart pour des raisons de santé, une demande rejetée par la partie civile. Pour cette requête de la défense, la décision du président du tribunal est attendue pour ce mardi 26 octobre. Semaine nationale de la citoyenneté CENAC édition 2021. Cette édition se tiendra du 2 au 5 novembre prochain à Ouagadougou. Les grandes articulations de cette rencontre ont été présentées à la presse hier dans la matinée. Au programme, des caravanes sur le civisme dans les marchés et des conférences dans les 13 régions au profit des élèves. Ces informations émanent du dernier point de presse tenu par le ministère de la Justice, des Droits humains, de la promotion civique, garde des Sceaux, ministère organisateur du CENAC. Fatima Tanikima. 4 jours durant, toutes les couches sociales qui composent la population burkinabé bénéficieront de sensibilisation sur les questions de civisme et de citoyenneté. Et cela dans le cadre de la Semaine nationale de la citoyenneté CENAC. Selon la ministre en charge des droits humains et de la promotion civique, cette semaine est un cadre de rappel des droits et des devoirs de chaque citoyen. Et c'est une 18e édition qui a été placée sous le thème « La contribution du citoyen au processus de réconciliation ». Et l'objectif visé à travers ce choix de thème est de permettre aux populations de se réapproprier les valeurs de citoyenneté et de paix en vue de consolidation de la cohésion sociale et le renforcement de l'unité nationale.
le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique voudrait ainsi amener l'ensemble des populations à prendre conscience de l'importance de leur pleine adhésion et leur nécessaire contribution au processus de réconciliation nationale. Et pour atteindre l'objectif visé, plusieurs activités sont au programme. Il s'agit entre autres de la Journée nationale du drapeau et des symboles du pays, un dialogue intergénérationnel, des caravanes de sensibilisation et des conférences publiques. Et ces conférences seront organisées au profit des élèves et des étudiants dans les 13 régions. Elles ont pour objectif de promouvoir le civisme et des comportements exemplaires auprès des élèves et étudiants et de susciter en eux le respect et la valorisation du symbole des institutions de la nation. 6e activité, c'est la caravane sur le civisme dans les marchés ZEA du 2 au 4 novembre 2021. C'est une semaine qui sera également marquée par des jeux radiophoniques et des jeux concours sur le civisme qui ont débuté depuis le 16 octobre dernier dans les établissements postprimaires du pays. Le Premier ministre Christophe Dabiré a reçu dans la matinée d'hier un livret historique du Haut Conseil pour le dialogue social. Ce document, selon la délégation de l'institution, sur place renferme des informations qui vont corriger les rumeurs sur les conditions de création du Haut Conseil du dialogue social. Le premier responsable, Domba Jean-Marc Palme, lors de cette audience, a annoncé la sortie prochaine d'un film sur l'institution. Je propose de l'écouter dans cet extrait. Avec le chef du gouvernement, nous sommes venus remettre un petit livret que nous avons produit sur l'historique du Haut Conseil du dialogue social. Parce que non seulement il y avait pas mal de rumeurs qui circulaient sur la création, mais en plus il nous fallait laisser quelque chose à la postérité. Et c'est dans ce sens-là que nous avons produit donc ce fascicule qui s'intitule « L'historique du Haut Conseil du dialogue social, le long chemin pour la création de l'institution ». Le grand point, c'est quel est le cheminement qui a été suivi donc pour arriver à la création du Haut Conseil et quels ont été les différents acteurs qui ont participé donc à la création du Haut Conseil du dialogue social. Et les annexes justement montrent quels sont les documents signés, quels sont les signataires et quels sont les différents acteurs qui ont pris part donc à l'évolution de la situation et à la création du nouveau conseil. Il y a non seulement ça, mais il y a aussi, on vous annonce, un film qui a été produit donc sur le Haut Conseil du dialogue social et le lancement se fera donc avec les différents médias. Installation du nouveau secrétaire général du ministère de la Sécurité. C'est le ministre Maxime Koné qui a procédé hier à son installation. Le secrétaire général entrant, qui est l'ex-gouverneur de la Boucoudoumoune, a déclaré qu'il mesure l'ampleur de la mission qui lui est confiée. Edgar Soussier s'est engagé à travailler pour contribuer à relever les défis sécuritaires qui s'imposent au Burkina Faso. Les détails avec Yassine Sawadko. Monsieur Sou, je vous renvoie à vos nouvelles fonctions de secrétaire général du ministère de la Sécurité. Ainsi donc, le tout nouveau secrétaire général du ministère de la Sécurité est installé dans ses fonctions. Nommé en Conseil des ministres en sa séance du 6 octobre 2021, le désormais nouveau secrétaire général était jusque-là gouverneur de la région de la Boucoudoumoune. Il remercie le ministre de la Sécurité pour cette confiance placée en lui. Et c'est sans langue de bois qu'il sollicite l'accompagnement de tous ses collaborateurs pour la réussite de la mission à lui assignée. Nous mesurons l'ampleur de la tâche et nous avons pris la pleine mesure de ce qui nous attend. Je voudrais d'ores et déjà vous assurer de notre entière disponibilité, de notre détermination à toute épreuve et surtout de notre loyauté à relever avec vous les défis qui se présenteront. Monsieur le ministre, à ce stade de mon propos, je voudrais demander à l'ensemble des collaborateurs leur soutien pour que nous puissions réussir la mission commune. Pour cela, nous devons être proactifs, réactifs. Nous devons développer la culture du travail bien fait. Et enfin, nous devons tous regarder dans la même direction. Maïmouna Ouattara, secrétaire générale sortante, s'est réjouie du travail qu'elle a du concours avec ses collaborateurs abattus. Elle n'a pas manqué de souhaiter plein succès au secrétaire général entrant.
je voudrais féliciter mon successeur pour son courage d'avoir laissé un poste de gouverneur pour occuper un poste de secrétaire général du ministère. Partout, il y a des problèmes. Le ministre le dit chaque fois, même dans nos familles, il y a des problèmes. Et le ministère de la Sécurité, il y en a. Mais il a souhaité, il a instruit les techniciens de vous appuyer, je sais que ça sera fait. Je voudrais m'adresser à mes collègues et je dirais ceci. Notre bilan, j'en suis convaincu, vous méritez des félicitations. Notre bilan est positif. Il ne faut pas se fragiliser. Nous sommes arrivés à un moment difficile où le ministère avait des difficultés. Edgar Soussier, le nouveau secrétaire général du ministère de la Sécurité, fut gouverneur de la région de la Boucoute du Mouhoun durant 4 ans. Il dit donc attaché du prix à sa mission qui est de relever le défi du moment, celui de la situation sécuritaire. Éducation en situation d'urgence au Burkina Faso, une rencontre de concertation consacrée à la thématique s'est ouverte hier lundi 25 octobre. Cette rencontre qui a réuni les agents du ministère de l'Éducation, des gouverneurs des 13 régions et autres acteurs a permis de présenter l'état de mise en œuvre des recommandations du Conseil de cabinet extraordinaire élargi sur l'éducation en situation d'urgence. Les échanges interactifs déboucheront sur des orientations claires et précises pour une année scolaire 2021-2022 apaisée, sécurisée et fructueuse. Mamitri Anakamabo. La présente rencontre de concertation sur l'éducation vise à prendre des décisions urgentes, appropriées et adaptées pour une meilleure gestion de l'éducation. Un état de lieu sur les établissements fermés a été fait. Les participants ont dégagé aussi des perspectives pour l'année 2021-2022. Cette rencontre prend en compte les régions, provinces et communes où l'enseignement est durement affecté par l'insécurité. Le niveau d'exécution justement des marchés de construction, d'infrastructures complémentaires, le niveau d'exécution des marchés d'acquisition des kits scolaires pour les élèves déplacés internes, des tables-bancs pour les élèves déplacés internes, du matériel didactique, etc., etc. Donc tout ce point-là va être fait aujourd'hui et nous allons dégager des perspectives. Vous savez que nous avons des communes où malheureusement tous les établissements scolaires sont fermés. Et le ministère en charge de l'éducation transfère des ressources à ces collectivités-là. À la date du 23 octobre 2021, 2682 établissements sont fermés à cause de la situation sécuritaire. Pour faire face aux effets induits et néfastes de cette crise sur le système éducatif, une stratégie nationale de l'éducation en situation d'urgence a été adoptée. Le bilan de la mise en œuvre de cette stratégie a été fait au cours de la présente rencontre. C'est une situation extrêmement difficile, mais qui nous interpelle à redoubler d'efforts, parce que malgré la situation de l'année dernière, nous avons réussi à rouvrir avec l'accompagnement des forces de défense et de sécurité et des supplétifs de l'armée, que sont les volontaires pour la défense de la patrie. Nous avons rouvert 404 établissements scolaires, ce qui a permis à 87 000 élèves de reprendre le chemin des écoles. Et nous avons réinscrit dans des zones plus sécurisées des élèves que nous appelons aujourd'hui élèves déplacés internes au nombre de 107 000. Nous avons apporté des kits scolaires et nous sommes en train de réaliser des infrastructures complémentaires dans les zones d'accueil des élèves déplacés internes pour pouvoir accueillir au fur et à mesure. Plusieurs points ont fait l'objet de discussions au cours de cette tribune d'échange. Il s'agit notamment de l'identification des communes où les risques de fermeture des établissements scolaires sont élevés, le bilan des actions réalisées dans le cadre de la stratégie nationale de l'éducation en situation d'urgence et l'identification des actions à mener et des mesures à prendre pour la poursuite de la scolarité des élèves affectés ou ceux déplacés internes. L'organisation de la société civile Afrique contre le tabac a remis hier le rapport d'ingérence de l'industrie du tabac dans la politique de santé publique au Burkina Faso. Ce rapport, troisième du genre, a couvert la période 2014-2021 et a pris en compte une centaine de pays. Face au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat et aux représentants du ministre de la Santé, le rapport qui classe le Burkina Faso à la 10e place sur 14 pays africains a été rendu public. Serge Kabouri.
Le rapport sur l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac au Burkina Faso a été présenté aux hommes de médias ce lundi. Ce premier rapport du Burkina Faso, qui couvre la période de 2014 à mars 2021, évalue la façon dont le gouvernement répond aux stratégies de l'industrie du tabac en utilisant les directives de l'Organisation mondiale de la santé. Sur la période, le pays a obtenu un score de 57 sur 100, reflétant un niveau modéré d'ingérence de l'industrie du tabac dans l'élaboration des politiques publiques. C'est un rapport qui a sa 3e édition. La première édition qui comptait 33 pays, la deuxième édition 57 pays et cette 3e édition 2021 qui compte 80 pays au plan mondial et 14 pays africains. Et le Burkina Faso a eu un score de 57 points et qui occupe la 10e place sur 14 pays africains. Donc vous comprenez que le Burkina Faso est un pays où l'ingérence de l'industrie du tabac est une réalité. Donc nous avons essayé donc de collecter des informations de cas d'ingérence de l'industrie du tabac que nous avons mis dans ce rapport. Tout en dénonçant dans son rapport des actions dites de responsabilité sociale des entreprises par l'industrie du tabac dans le but de soigner son image, le rapport a formulé des recommandations à l'endroit des premières autorités. Demandons également la prise d'un arrêté ou bien d'un décret national pour interdire la chicha. Vous avez vu que M. le maire de la ville de Ouagadougou a fait le premier pas. Il faut que le gouvernement s'assume. Nous demandons également à ce que le système de suivi et de traçabilité des produits du tabac au Burkina Faso soit vraiment connaître une révision. Parce que le système actuel est un système de l'industrie du tabac. Et on ne peut pas donner cette occasion à l'industrie du tabac de s'autocontrôler. Il faut que le Burkina Faso adopte un système indépendant de l'industrie du tabac et conforme au protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Message reçu par le ministre en charge du commerce qui a salué l'effectivité du rapport et qui s'est engagé à porter haut les recommandations. C'est tout à fait normal donc lorsqu'un travail est fait comme ce rapport qui est un condensé d'informations et de données qui va permettre au gouvernement donc de pouvoir s'appuyer là-dessus pour améliorer les politiques publiques et l'ensemble des actions qui sont développées pour lutter contre le tabac, que nous venions, que nous assistions, que nous comprenions très bien et que nous puissions analyser avec nos services techniques le contenu du rapport, les recommandations qui sont faites pour voir dans quelle mesure on peut continuer à implémenter donc des mesures pour traiter définitivement dans cette question. Le Burkina Faso participe pour la première fois à la production du rapport mondial sur l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques de santé publique. Sur les 14 pays africains cités dans le rapport, le Burkina Faso occupe la 10e place. Dans la ville de Sia, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement Ousmane Nakro a procédé au lancement officiel du projet Digi Fadji au secteur 24. Estimé à plus de 5 milliards de francs CFA, ce projet entre dans le cadre du programme d'urgence de réalisation de 120 ouvrages d'approvisionnement en eau potable et sécurisation de barrages. Un lancement qui a eu lieu le 22 octobre dernier. Joseph Foutko. Cette cérémonie marque le lancement officiel des travaux de réalisation de 92 postes d'eau autonomes au profit des populations de la zone non lotie du secteur 24 de l'arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso. Lancé en marge des journées de redevabilité du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, ce projet a pour nom Digi Fadji. En réalisant ce lancement à Bobo-Dioulasso, c'est un message que nous donnons à cette partie du Burkina pour dire que la problématique de l'eau telle que posée dans cette région-là est prise en compte. Et c'est ensemble que nous allons trouver les solutions. Pendant que nous réalisons ces postes d'eau autonomes, l'ONEA continuera de se déployer en réalisant des bornes fontaines. Et les populations donc doivent véritablement travailler à nous encourager, à nous soutenir également. Mais des ouvrages de ce genre s'entretiennent. Et il faut que les populations le sachent également. Un forage ou des bornes fontaines, un comité local doit être mis en place pour qu'ensemble, tous ceux qui utilisent cette denrée rare-là, tous ces gens-là se mettent ensemble pour décider du mode de fonctionnement. Au nom des populations bénéficiaires, le premier responsable de l'arrondissement 4 a témoigné sa gratitude et rappelé l'espoir que représente ce projet. C'est vraiment une fierté pour la population de l'arrondissement numéro 4 de pouvoir bénéficier de ce projet. Comme vous avez remarqué, c'est une zone très reculée, mais très habitée. Vous allez constater avec moi que cet ouvrage va faire beaucoup de bien
parce que dans toute la zone, il n'y avait qu'un seul forage et qu'il y a beaucoup de résidents. Donc pendant les périodes chaudes, c'est vraiment la débandade. C'est compliqué. Les populations partaient dans les zones loties très reculées. Les femmes dormaient au niveau des bonnes fontaines, au niveau des secteurs lotis pour avoir de l'eau afin de venir subvenir aux besoins de leur famille. Donc ce poste autonome va beaucoup contribuer à résoudre ce problème. Ce projet couvrira toutes les 13 régions du Burkina Faso. Et à terme, ce sont 120 postes d'eau autonomes, 5 barrages qui seront réalisés. Il prend également en compte la réalisation d'études de restauration de barrages. Cyclisme, le 33e Tour du Faso débute vendredi prochain avec l'étape Banfora-Bobo-Dioulasso. En plus des cyclistes étrangers, 3 équipes du Burkina Faso prendront part à la compétition. Les étalons cyclistes se sont rendus au palais du Mogonaba Bango hier dans la matinée pour demander des bénédictions en vue de réussir leur participation. Ils sont repartis avec le soutien particulier du Mogonaba Bango. Les images avec Assamitiam Tori dans ce reportage. Les 3 équipes du Burkina engagées dans le Tour du Faso, à savoir l'équipe nationale, l'équipe régionale centre et l'équipe régionale ouest, en vue de pouvoir aborder cette compétition avec beaucoup de sérénité et des zones positives, sont allés demander des bénédictions au Mogonaba Bango. Même objectif pour les dirigeants qui souhaitent une édition réussie. On a toujours dit, pour tout travail que tu veux commencer, c'est mieux d'approcher les vieux, les sages du pays pour demander des bénédictions. Donc voilà pourquoi ce matin on est venu demander les bénédictions de Sa Majesté le Mogonaba, compte tenu du Tour du Faso qui commence du 29 octobre au 7 novembre. Donc voilà l'objet de notre visite ce matin. Sa Majesté a tout d'abord apprécié l'initiative et a montré son dévouement vis-à-vis de ce sport. Il a prodigué des bénédictions à l'endroit de la délégation burkinabé et exhorté les cyclistes à redoubler d'ardeur pour rehausser le niveau du tour. Pour ce président de la Fédération de cyclisme, pour nous encadrer Je tiens tout d'abord à saluer le président de la Fédération burkinabé de cyclisme, ses collaborateurs, les encadreurs et aussi les cyclistes. Nous leur prodiguons toutes les bénédictions de santé afin qu'ils puissent hisser haut le drapeau du Burkina. Il est vrai qu'ils compétissent au nom du pays, mais si les coureurs mettent leur ambition personnelle au devant, ils vont mieux s'engager dans ce tour et mieux défendre les couleurs nationales. À cet effet, je leur adresse donc toutes mes bénédictions pour une bonne prestation de nos compétiteurs. À l'endroit des étrangers qui se sont déplacés, même s'ils retournent bredouilles à l'issue de cette compétition, que Dieu fasse qu'ils retournent chez eux en bonne santé, que nos coureurs se donnent à fond dans ce jeu. En tant qu'ancien pratiquant et amoureux de la petite reine, Sa Majesté dit avoir suivi de près la progression de Paul Domon. Selon lui, Paul est le porte-drapeau de la délégation et doit s'illustrer de belle manière. Des paroles bien captées par le concerné. Ça me fait plaisir à chaque fois. Bon, c'est très bien que... On peut dire qu'il y a une très grande complicité entre le Mogonaba et moi. J'ai eu la chance à plusieurs occasions de remporter les courses qu'il a organisées ou qu'il a été parrain. Donc forcément, bon, j'ai eu l'occasion de le connaître, on va dire, un peu plus intimement. Donc vraiment, ça me fait plaisir qu'ils me suivent et m'accompagnent dans cette mesure-là. Oui, forcément, on sent la pression venir petit à petit. Même si on le savait depuis peut-être déjà un certain moment, mais voilà, le fait de le dire ouvertement et publiquement comme ça rajoute un peu de pression. Mais bon, ça nous permet aussi de nous concentrer, de savoir clairement quel est notre objectif et comment on doit y arriver. Oui, je pense qu'on peut dire que je suis au meilleur niveau de ma forme. J'ai réussi à perdre du poids. Et maintenant, ça va être l'objectif de conserver, de bien récupérer, de bien se reposer avant d'attaquer ce 33e tour. Rappelons que le 33e Tour du Faso débute ce vendredi 29 octobre avec la première étape, Banfora Bobo-Dioulasso.
Et pour terminer ce 13h, une mission du Conseil de sécurité a séjourné au Mali les 23 et 24 octobre. Objectif, suivre le processus de transition en cours dans le pays. La délégation onusienne a rencontré tour à tour la classe politique, la société civile et les autorités de la transition. Au terme de leur séjour, les 15 membres de la délégation se disent satisfaits de leur visite au Mali. Cependant, la mission a demandé aux autorités du pays de respecter les engagements pris face à la communauté internationale en organisant très vite des élections. Reportage de notre correspondant au Mali, Bourema Solo. La délégation du Conseil de sécurité de l'ONU a eu un agenda très chargé au Mali. 48 heures pour rencontrer les acteurs impliqués dans le processus de transition. Dimanche matin, les diplomates onusiens ont eu des échanges avec le Premier ministre. Chokel Kokala Maïga s'est montré rassurant. Ce que nous avons dit aussi concernant le calendrier de la transition, c'est que les élections ne sont pas une fin en soi. Aujourd'hui, aucun acteur majeur ne peut aller faire campagne en dehors des capitales régionales. Nous travaillons donc à créer un minimum de conditions de sécurité pour avoir une large frange de la population, y compris les réfugiés qui doivent revenir au pays pour aller aux élections. Deuxièmement, ces élections doivent se tenir sur la base des conclusions des assises nationales de la refondation. Nous reviendrons donc vers la communauté internationale avec un agenda précis, argumenté, documenté, pour dire combien la transition doit durer. Est-ce que c'est quelques semaines, c'est quelques mois? Avant son départ de Bamako, la délégation onusienne a rencontré la presse pour faire le compte-rendu de sa mission. Le principal message transmis aux autorités de transition reste le respect de la date des élections prévues en février prochain. On l'a dit aux différents interlocuteurs, la meilleure transition, c'est la transition la plus courte. Donc, si nous accédons aux préoccupations des autorités maliennes et du peuple malien, très certainement à des besoins, à des impératifs de réforme. Ces impératifs de réforme devraient aller avec la détermination d'un calendrier qui soit prévisible conformément aux décisions qui ont été prises par la CEDEAO. La mission du Conseil de sécurité de l'ONU s'est également prononcée sur l'affaire des négociations avec les terroristes maliens. Il y a effectivement cette option de dialogue qui a été lancée à un moment, qui a été démentie également. Donc je pense que nous n'avons pas à nous prononcer sur le choix souverain des Maliens. Si les autorités estiment que c'est de cette manière qu'elles peuvent faire ramener la paix, notre intérêt, c'est le retour de la paix. La délégation a terminé son séjour malien par une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs sur le mémorial de la MINUSMA, rendant ainsi hommage aux quelques centaines de casques bleus tombés au Mali. Fin de ce 13h, merci de l'avoir suivi. À demain pour notre 13h. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur True TV.